Madame, Messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous compter parmi les milliers de téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Vous êtes WAB Information TV. Cette émission s'appelle Géopolitique, une émission qui reçoit les professionnels des médias, donc les journalistes, qui débattent sur plusieurs sujets de la vie quotidienne. Et pour aujourd'hui, nous avons eu l'honneur et privilège de recevoir des professionnels des médias, donc des journaliste de la place de la ville touristique de Goma, à l'occurrence de Monsieur Blaise Bassa Bossé. Je m'en vais lui dire bonjour et bonne arrivée. Bonjour Faustin et bonjour à tous les internautes. Merci d'avoir eu en tout cas cette idée aussi de nous faire participer à cette émission très importante pour parler de la vie nationale de la République démocratique du Congo, surtout en cette période où on n'arrive plus à dormir. Voilà, merci beaucoup d'être venu, Monsieur Blaise Bassa Boss. Je rappelle que vous êtes journaliste chez Kivu Morning Post, c'est votre média. À mes côtés gauche, lui, c'est Jenny Toali, un professionnel également de médias qui travaille avec plusieurs chaînes en ligne, mais également avec Michapi Voice TV. Bonjour et bonne arrivée, Monsieur Jenny Toali. Merci à vous, Faustin. Nous saluons tous ceux-là qui nous regardent, les inconditionnels de WAB Info TV. C'est un plaisir de vous retrouver, également à Blaise Bassa Bossé pour édifier ceux-là qui sont en train de nous regarder à pareil instant. Et je crois qu'ils vont trouver de l'intérêt justement dans cette émission parce que l'actualité l'oblige. Il faut décrypter les faits et nous allons le faire justement. Sommet EAC SADC, ça sera donc notre sujet de cet avant-midi, Madame, Messieurs. Nous vous retrouvons juste après cette partie de la pub. Bienvenue à tous. Vous le savez très bien, le SADC, mais également l'EAC, ont organisé un sommet qui a mis sur une même table le gouvernement congolais, mais également le gouvernement rwandais qui a été représenté par le président de la République du Rwanda pour parler des questions de la région des Grands Lacs. Nous allons en parler avec les journalistes qui sont ensemble avec nous sur ce plateau de WAB Information TV. Blaise Bassa Boss, dites-moi d'abord comment est-ce que vous analysez les conclusions de ce sommet. Je vais me refuser ici de parler des conclusions parce que c'est la même chose en fait, c'est tout ce qu'on attendait. Au-delà de ce que le peuple congolais voulait voir de résolution de ces sommets, je crois, il faut le dire ici encore une fois de plus, la République démocratique du Congo a été bernée, a porté sur un chemin qui va nous amener nulle part. Nous allons tout droit dans le mur avec les résolutions du sommet SADC et EAC. Il faut ici comprendre le problème de la République démocratique du Congo sans entrave ou sans ingérence d'autres idées ou d'autres compréhensions de ceux qui ne vivent pas la réalité de cette guerre. Il faut s'interdire d'appeler quelqu'un qui ne comprend pas une maladie et chercher à trouver une solution. Les résolutions de ces sommets, on entend toujours parler de ce qui a été dit, mais ce n'est pas ça qu'on voulait. La population vivant à l'est de la République démocratique du Congo continue à souffrir, continue à vivre des situations assez difficiles et imaginables. C'est quand même frustrant, c'est blessant de voir que les chefs d'État se sont mis ensemble pour parler, pour faire une réunion, mais pour aboutir à rien exactement. Les problèmes de la République démocratique du Congo aura comme solution se mettre autour d'une même table, parler sans facilitateur et trouver une solution. Aujourd'hui, ce qui déstabilise l'Est de la République démocratique du Congo sont les Congolais et il faut trouver des solutions congolaises sans sommet, sans facilitateur et je crois on aura une solution. On s'attendait au retrait des troupes du 1-23 qui se retrouvent aujourd'hui ici sur le sol congolais. On s'attendait à l'ouverture d'un dialogue franc entre les animateurs du 1-23 et le gouvernement de Kinshasa. Ce que vous attendiez, vous. Bien sûr, parce qu'il faut le dire. Ici, la souffrance que nous sommes en train d'endurer à l'est de la République démocratique du Congo a dépassé des limites. Et il ne faut pas passer des midi à 14h pour proposer des solutions. Il faut refuser d'être derrière
les gens qui continuent à mentir, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour dire qu'une solution militaire va essayer de résoudre la crise. Nous avons vu que nous ne serons pas être capables de faire face au 1-23, parce que depuis Tchanzou, depuis Ronyoni, en arrivant à Goma, maintenant on est en train de parler de Bukavu qui est sous menace. Il faut refuser de mentir à Félix Antoine Tshisekedi et dire à Félix d'arrêter d'être arrogant inutilement, parce que il y a toute une partie de l'Est de la République démocratique du Congo aujourd'hui déstabilisée par les fils de ces pays. Il faut se mettre autour d'une même table pour parler. Évitons d'être mentis comme ça a été encore depuis des années. L'EAC est venu avec des solutions, la SADC est venu avec des solutions. On pensait qu'on allait souffler un tout petit peu les calumeaux de la paix. Ça n'a pas été possible. Aujourd'hui, il faut envisager des pistes de solutions pour un dialogue, parce que sommet en sommet, on ne trouvera jamais une solution et on continuera à désouffrir. Aujourd'hui, les déplacés qui étaient dans des camps, vivant dans des situations assez difficiles, sont aujourd'hui contraints. Un ultimatum de 72 heures a été donné à ces Congolais pour rentrer dans leur village, avec toutes les conditions, avec toutes les conditions d'insécurité, avec toutes les conditions assez difficiles qui vont rentrer dans leur village. Donc, il faut les dire qu'aujourd'hui, la seule solution qui va essayer, et je crois que c'est une piste qui arrange même les 23, c'est les dialogues. Et on attendait voir ça, ces sommets SADC et EAC. Malheureusement, tous, on a été choqués de savoir que, bon, on a tout dit, on a invité des chefs d'État, il y avait un budget alloué pour ces sommets, beaucoup d'argent a été dépensé, des énergies autour de ces sommets. Mais jusque-là, ils ont tout fait, sauf ce qui arrange le peuple congolais, sauf l'essentiel, il faut le dire à ce niveau. Voilà, nous allons développer ce sujet, Monsieur Blaise Bassabosse. Merci pour vos analyses vraiment très profondes. Monsieur Djening Touali, dites-nous quelle analyse portez-vous sur cette chose-là que vous appelez le sommet des chefs de l'État? Je partage les mêmes avis avec Blaise Bassabosse quand il considère déjà ces sommets EAC SADC qui n'a rien justement apporté en termes de solutions concrètes. Alors, c'est déjà entendu, parce que si vous revenez un tout petit peu en arrière, en suivant les résolutions des sommets précédents, les sommets, que ce soit au niveau de la SADC, tout comme au niveau de l'EAC, on a déjà entendu ce genre de choses. Lorsque les M23 n'étaient même pas encore à Goma, on avait demandé aux M23 de se retirer des zones qu'ils occupent pour aller justement au niveau disons, là où ils avaient commencé avec cette lutte armée, parce qu'il faut le dire ainsi. Alors, ouais, bien sûr. Alors, déjà, on n'a pas aussi trouvé une réponse, ou disons une réceptivité au niveau du M23. Ils ne considèrent même pas ce que les présidents, les chefs d'État au niveau de la SADC trouvent comme, ou disons, trouvent comme conclusion, voilà, aux différents sommets. Alors, il fallait apporter quand même aussi des nouveautés, mais c'est pas ce qu'on a vu. Et pourtant, les peuples congolais attendaient justement des choses nouvelles dans à l'issue de ces sommets. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais on peut dire que c'était prévisible. Parce que si vous voyez les acteurs au sein que ce soit au niveau de la SADC, que ce soit au niveau de l'EAC, moi je pense bien au contraire, ils sont penchés aux choses qui ne cadrent pas directement avec c'est à quoi les Congolais attendaient de ces sommets. Entre autres, parce qu'il y a aujourd'hui une dualité entre l'EAC et la SADC. D'abord, c'était sur le plan économique, où les grands marchés, c'est la République démocratique du Congo, et on voit la RDC dans l'EAC, au même moment dans la SADC. Alors, les pays de la SADC trouvaient la République démocratique du Congo, permettez que je le dise ainsi, comme aussi un dépotoir, où on peut venir avec tout ce qu'on veut sur le plan économique. Et la RDC, c'est là où on voit des grands consommateurs. Alors, l'EAC aussi, ayant compris cela, a fait tout pour que la RDC adhère à l'EAC. Et voilà, aujourd'hui, l'EAC aussi, sur le plan économique, se retrouve avec comme membre la République démocratique du Congo. Alors, ça va au-delà maintenant de l'aspect économique. Aujourd'hui, il y a l'aspect sécuritaire. Parce que avec l'EAC, rappelez-vous, la première force sous-régionale qui est venue en République démocratique du Congo, c'était l'EAC. Et on s'attendait à ce que l'EAC vienne avec une mission d'imposer donc la paix, donc de neutraliser les forces négatives. Ça n'a pas été le cas. L'EAC était observateur. Voilà, à un certain moment, elle s'est transformée aussi comme la MONUSCO.
Et après, le président de la République a compris. Et là, je suis d'accord avec Blaise parce que le chef d'État est entouré par les gens qui ne maîtrisent pas les enjeux au niveau, que ce soit au niveau de la sous-région, au niveau même continental, même au niveau international. Et ils sont là, justement, en train de faire des tâtonnements. Le chef de l'État, moi, je ne peux pas condamner son entourage. Permettez, c'est lui qui choisit son entourage. Donc, moi, je condamne plutôt le chef de l'État qui n'arrive pas à bien assainir son milieu, son entourage. Il n'arrive pas à les faire. Donc, c'est lui le problème. Et c'est lui, et c'est le président qui est rédévable devant les peuples. Les peuples n'ont rien à voir avec l'entourage du président de la République. Alors, le deuxième aspect, c'est que le président ayant compris qu'il a été trompé en adhérant directement dans l'EAC, il s'est directement réconcilié au niveau de la SADC. Et la SADC, justement, elle est venue, on savait tous avec la force de la SADC, qu'elle vient en République démocratique du Congo pour neutraliser principalement les M23. Mais on les a vus. Imaginez la SADC, les forces sud-africaines, malawites et tanzaniennes, c'est avec les fronts au niveau des Saké, lorsque la ville de Goma était directement menacée, qu'on les a vus maintenant à l'œuvre. Une année après, leur arrivée en République démocratique du Congo. Et ça prouve encore une fois que la RDC... Quel est leur impact sur terrain, s'il vous plaît, je vous coupe. Bon, l'impact, jusque-là, nous pouvons dire pas grand-chose, parce que la ville de Goma a été, jusque-là, elle est occupée par les M23, et pourtant la SADC, en lisant bien les leitmotifs même de leur intervention en République démocratique du Congo, c'était d'appuyer les FRDC, pas comme la MONUSCO est en train de le faire, appuyer les FRDC pour neutraliser les M23. Mais on les a vus d'abord comme des touristes, et c'est tout juste après, lorsque la menace avait pris aussi de l'ampleur, qu'on les a vus maintenant entrer de tout faire pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Et c'est dans ce contexte que les militaires sud-africains ont justement sont tombés justement au niveau du front. Et dans tout ça, ça fait monter encore une fois les tensions entre l'EAC et la SADC. Alors ces sommets étaient aussi une occasion des CMP de calmer les tensions qui existent déjà entre l'EAC et la SADC. Sur le plan sécurité, parce qu'économique, là, on doit toujours s'attendre à toutes ces concurrences. Alors, déjà, c'est la République démocratique du Congo qui est en train de payer les lourds tribus, malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, Goma est occupée, nous savons tous le contexte dans lequel la ville de Goma est occupée. Et moi, c'est que là où je ne suis pas un peu d'accord avec Blaise, il a fustigé le comportement des chefs d'État, les membres donc de la SADC tout comme l'EAC, mais c'est de notre propre responsabilité. On ne peut pas attendre grand-chose si nous n'arrivons pas, nous-mêmes comme Congolais, à prendre les responsabilités, nos propres responsabilités comme il se doit. On voit le gouvernement congolais en train de tâtonner là où il est appelé à apporter des solutions, mais on voit le gouvernement congolais attendre que ces solutions viennent de la SADC ou de l'EAC. Mais ça ne se fait pas comme ça. Quels sont les efforts que nous, Congolais, personnellement, on a mis en place pour que la situation puisse un tout petit peu s'inscrire en notre faveur? Mais on ne le fait pas. Alors aujourd'hui, c'est vrai, ce sont des Congolais qui sont en train de faire la guerre à la République démocratique du Congo, bien qu'ayant aussi des alliés au niveau international, ça il faut quand même le dire. Mais ce sont justement des Congolais. Et là, je suis d'accord avec Blaise, la solution ne sera pas externe. C'est d'abord à l'interne. Parce que quand on le dit toujours, et même cette population, ne vous en faites pas, avec cette mauvaise gouvernance, ne soyez pas surpris demain après demain de voir cette même population tourner les dos au gouvernement. Parce que c'est là qui occupent aujourd'hui la ville de Goma sont en train de tout faire pour gagner la confiance de la population. Ils sont en train donc d'attirer cette population, d'avoir la confiance de la population justement avec des petites actions. Et à un certain moment, si le gouvernement ne fait pas très attention, au lieu d'améliorer en termes de gouvernance, le gouvernement est en train toujours de continuer dans ce qu'on appelle la mauvaise gouvernance. Et à un certain moment, comme je le disais, c'est de notre responsabilité, nous comme Congolais. Il y a des Congolais aujourd'hui qui ont pris les armes pour c'est ce qu'ils qualifient comme justement leurs raisons personnelles. Et c'est contre la République démocratique du Congo, malheureusement, contre le gouvernement congolais, disons-le ainsi, parce qu'ils viennent, ils disent qu'ils sont en train de défendre la population. Le gouvernement dit aussi qu'il défend la population. Alors, cette population, quand il trouvera son sali, peut-être c'est chez les M23 ou le gouvernement, à un certain moment, ne soyez pas surpris de voir cette population tourner le dos et faire déjà les choix. Donc, dans tout ça, c'est que la RDC, nous sommes très, très mal partis. Je le répète encore une fois. Je partage l'avis de Blaise de nous
de trouver une solution au niveau interne. C'est vrai, ça passe par un dialogue, parce que ne vous en faites pas, les M23 ne quitteront pas Goma par la voie militaire. Par la voie militaire, ils ne quitteront pas Goma. Ils sont plutôt en train d'avancer pour pousser le gouvernement, pour prendre les décisions sur le gouvernement, et en fait, quand ils seront en face dans les négociations, ils sont en position de force. Et aujourd'hui, ils sont bien partis pour être en position de force, contrairement au gouvernement congolais qui n'arrive pas. Ils sont déjà en position de force, selon vous? Les M23. Mais oui, ils sont en position de force par rapport au gouvernement. Et le gouvernement congolais qui n'arrive toujours pas à se ressaisir, que ce soit sur les fronts, sur les plans sur les fronts diplomatiques, sur les fronts militaires, même sur les fronts politiques. À l'interne, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. J'ai été surpris de lire le communiqué du secrétaire général de l'IDPS lorsqu'il s'attaquait directement aux évêques. Les évêques, dans leur démarche de mettre les Congolais autour d'une même table pour trouver une issue favorable à cette crise. Mais l'IDPS n'est pas d'accord avec ça. L'IDPS préconise toujours la voie militaire. Et pourtant, nous tous, nous sommes d'accord. Et Blaise vient de le dire, la RDC a prouvé ses limites. Nous devons nous organiser. Et s'organiser, ça demande du temps. Et aujourd'hui, Goma est occupé. Demain après demain, ce sont des entités qui sont toujours, qui sont aussi, qui tombent entre les mains des M23. Ils avancent vers Bukavu. Et si nous n'arrivons pas à prendre les bonnes décisions, entre autres, la solution beaucoup plus diplomatique. Donc, on arrive à discuter la voie des dialogues entre Congolais d'abord, et puis on peut aller au-delà, au niveau externe, surtout avec cette crise avec le Rwanda. On peut trouver toujours des solutions s'il y a cette bonne foi. Avant l'étape des solutions, M. Blaise Bassabos, vous le savez, Félix Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République, a exigé les retraits des troupes rwandaises sur des sols congolais. Et il a également exigé plusieurs choses, entre autres que le président rwandais puisse demander à ces supplétifs qui sont ici de pouvoir quitter du sol congolais, mais également William Ruto. Il a appelé à un cessez-le-feu immédiat. Museveni, qui est président ougandais, il a plaidé pour un dialogue direct. Dites-nous les analyses que vous portez à cette petite conclusion que je viens de brosser. Vous faites des conclusions, mais dans tout ce que vous étiez en train de dire, ça revient en fait à ce que le sommet SADC et EAC a dit. Je crois que nous sommes face à une crise de réflexion. Nous, Congolais, nous avons seulement refusé de réfléchir. Parce que je ne vois pas un chef d'État aller dire ou demander le retrait du M23. Il sait lui-même que le M23 ne va pas se retirer, juste parce qu'il l'a dit. C'est le M23. Il a exigé, hein? Il n'a pas demandé. Il a exigé, mais avec quel moyen? Avec quel moyen? Il est en train juste de te moquer des populations, de nous populations vivant à l'est de la République démocratique du Congo. Félix exige les retraits du M23. Mais il a quel moyen pour les faire? Aujourd'hui, on a commencé avec des narratifs, la montée en puissance des FARDC. Aujourd'hui, nous savons là où les FARDC sont en train de monter en puissance en direction vers Bukavu. Donc, nous ne devons plus continuer sur cette voie qui nous amène à réfléchir bête. Aujourd'hui, c'est réfléchir bêtement. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de dire au M23 de se retirer. On va les dire en étant où exactement? En étant à 2000 km? Je ne pense pas. Peut-être pour permettre à ce qu'il y ait un terrain de dialogue. Ça, il n'a jamais parlé de dialogue avec la M23 et d'ailleurs lui-même agirait qu'il n'aura pas son M23 comme son interlocuteur. Je crois. Il a demandé. Je crois qu'il est en train de jouer, je vais dire, un jeu où il ne sait pas les acteurs. C'est comme vous entrez dans un match ça, connaître l'ossature des joueurs qu'il y a sur le terrain, vous aurez du mal à vous adapter. Donc, Félix doit comprendre qu'il est seul dans la bataille. Ni Museveni, ni la Tanzanie, ni l'Ouganda, ni le Rwanda, ni la SADC, ni l'EAC. Personne ne soutient Félix-Antoine Tshisekedi. Félix devra se mettre seul dans son bureau, en dehors de ses conseillers, parce qu'on sait aussi tout ce qui a été amorcé depuis le début de cette guerre, tous les conseils qui ont été donnés au chef d'État. Aujourd'hui, aucune solution n'a été trouvée. L'exemple de la prise de Goma est un exemple qui illustre tout ça. Félix-Antoine Tshisekedi devrait se remettre en cause. Et quand, à tout moment que je fais des émissions avec ceux qui se disent, nous devons maintenant, aujourd'hui, appliquer les journalistes patriotiques. Et quand je parle de l'avancée de rebelles depuis Rutshuru, Massissi, aujourd'hui Goma, je pose la question, on se reproche enfin de quoi? Parce que tous les jours, nous parlons qu'il y a
qu'il y a en fait une prise de conscience, des mesures doivent être prises. Je pose juste une question. Qu'est-ce que nous reprochons? Parce que si on arrive à se poser cette question, on comprendra qu'on est en dehors de la plaque et on devrait se mettre sur une table pour réfléchir. Ici, je parle de la réflexion. La réflexion devra nous pousser à voir la solution directe et à s'attaquer à cette solution. Et la solution, la crise à l'est de la République démocratique du Congo passe nécessairement par les dialogues. Et aujourd'hui, nous devons changer des narratifs. Alors, Monsieur Blaise Bassabos, vous parlez du dialogue, mais vous ne faites pas confiance à la SADC ni à l'EAC. Dites-nous, vous voulez que les dialogues passent par quelle organisation? L'EAC était sur les sols congolais. Nous avons déjà expérimenté l'expertise, permettez-moi la tautologie, de l'EAC. L'EAC était ici et c'est le peuple congolais qui a demandé que l'EAC soit chassé de la République démocratique du Congo. Nous avons vu combien de manifestations, nous avons vu combien de gens qui sont morts dans des manifestations ici pour demander le départ de l'EAC. Donc, l'EAC n'est plus à l'ordre du jour. La SADC était sur le sol congolais. Nous avons vu des opérations Springbok pour ne pas prendre ça pour ne pas. Même avec la bénédiction de la SADC, nous avons vu l'opération Springbok pour ne pas prendre ça pour ne pas prendre Goma. Les affrontements à Sake et à Goma ont pris combien de jours? Seulement 2 ou 3 jours. Et la dernière en date Caterpillar. La dernière en date Caterpillar. L'opération Caterpillar. Aujourd'hui, nous avec la SADC. Aujourd'hui, nous sommes où? Nous sommes dans une ville où il y a des morts partout. Les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalènes ont laissé la ville comme un cimetière et c'était vraiment terrible partout. Même maintenant, là, nous sommes en train de faire l'émission. Il y a encore des corps dans des quartiers. Ah bon? Aujourd'hui, SADC, EAC, sommet, je ne sais pas, quelle rencontre de chef d'État, ça nous a apporté quoi? Aujourd'hui, Félix devra comprendre qu'il est seul. Il est seul dans cette bataille et c'est à lui seul de trouver la solution. S'il sait avoir un jour rencontré dans l'histoire Corneille Nangaa, c'est aujourd'hui d'appeler Corneille Nangaa pour dire « Mon frère, c'est quoi le problème ?» et ensemble trouver une solution. Nous devons ici les dire tout haut, nous devons arrêter de tromper les chefs de l'État parce que la République restera et nous on va passer. Nous devons beaucoup travailler pour que la République que nous allons laisser aux générations futures soit au moins une République assez nettoyée. Aujourd'hui, nous sommes en train de rendre le pays aussi sanglant qu'il n'a jamais existé dans son histoire. Donc nous devons essayer en tout cas aujourd'hui de se mettre sur une voie de la réflexion, réfléchir par nous-mêmes et de trouver des problèmes qui sont nôtres aujourd'hui. Alors Blaise Bassabos, et donc vous soutenez le président Museveni qui a demandé le dialogue direct entre les M23 et la République démocratique du Congo, bien évidemment le président de la République. Déjà, comme c'est Museveni qui l'a dit, j'ai envie encore de porter des doutes sur ces dialogues qu'il veut pour la République démocratique du Congo, parce que Museveni, vous savez, n'a pas une histoire assez propre avec le pays. Il parle des dialogues. C'est quoi les contenus de ces dialogues qu'il est en train de proposer? Les dialogues que moi je propose ici, c'est un dialogue entre Congolais. Il faut appeler tous les Congolais aujourd'hui qui se retrouvent au sein du 23, se mettre autour d'une même table, sans facilitateur ni modérateur venant de l'extérieur, qu'on parle de la question de cette guerre entre Congolais aujourd'hui et trouvons un espace congolais pour parler de cette guerre. Je crois qu'on trouvera des solutions. Museveni, quand il propose un dialogue, c'est quoi les contenus, c'est quoi les acteurs de ces dialogues? Est-ce qu'il veut être facilitateur de ces dialogues qu'il veut voir entre la République démocratique du Congo et la 23? Voilà, donc il faut à un moment aussi douter de la volonté de certains pays à la crise de la République démocratique du Congo. La crise aujourd'hui, elle est congolaise et il faut trouver des solutions congolaises. Merci beaucoup, Monsieur Blaise Bassabos. Denis Touali, un expert en réflexion journalistique, je vous appelle toujours ainsi mon frère. Dites-nous, comment est-ce que vous analysez ces conclusions du dernier sommet? Donc, comme j'ai allé dire, c'est dit déjà entendu. Alors peut-être dans les faits, c'est là où il faut insister aussi sur l'idéal. Et en parlant de l'idéal, d'ailleurs je dois préciser quand même une chose. Lorsque nous insistons sur la tenue d'un dialogue entre Congolais pour trouver des solutions à toutes ces crises sécuritaires et politiques, il y en a aujourd'hui en République démocratique du Congo. Insister sur cet aspect ne fait pas de nous des ennemis de la République. Parce que c'est les narratifs qui se développent au niveau de Kinshasa où aujourd'hui, si vous optez pour les dialogues,
vous optez pour des discussions directes, vous êtes ennemi de la République. Mais qu'est-ce que vous proposez, vous qui êtes là, en train de qualifier les autres ennemis de la République? Vous proposez quoi exactement? Si ce n'est pas l'option militaire. Et l'option militaire, nous tous, on vient de voir les conséquences liées à tout ça. Lorsqu'on n'est pas bien préparé militairement, lorsqu'il y a toujours les défis dans l'appareil sécuritaire de la République démocratique du Congo, nous venons de voir aussi toutes ces réalités et les conséquences qui sont en train toujours de s'aggraver. Nous n'avons plus besoin de compter encore des morts, alors il faut tout faire pour limiter tout ça. C'est vrai, on trouvera après des solutions beaucoup plus durables, mais dans un premier temps, il faut arrêter l'hémorragie. Mais jusque-là, les Congolais n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord autour de ça, où il y a des voix qui se lèvent pour dire non aussi aux discussions directes. C'est pas seulement avec la M23. La crise sécuritaire en République démocratique du Congo est aussi vaste. C'est pas seulement avec la M23. C'est vrai, c'est avec la M23 que ça prend aussi de l'ampleur, avec les occupations, disons, les milliers qui sont aujourd'hui, les entités qui sont aujourd'hui occupées. Mais nous devons tout faire d'abord pour poser les bonnes questions, comme le disait Blaise. Si nous n'arrivons pas à poser des bonnes questions, on ne trouvera pas aussi des solutions à cette crise. Alors, la classe politique aussi. Et là, c'est bien sûr le leadership du président de la République qui est mis en cause. Parce que lui, il doit être au-dessus de la mêlée. Il doit être au-dessus de tout. Donc, il ne peut pas tomber toujours dans les mêmes considérations politiciennes où nous voyons les Congolais aujourd'hui. Quand c'est un opposant qui propose cela, les pouvoirs fait tout pour les contredire. Et ça va nous amener jusqu'où? Ce sont des Congolais qui continuent toujours à mourir, qui continuent toujours à se déplacer. Tantôt, vous êtes dans les sites de déplacés. Demain, on vous oblige de regagner vos milliers respectifs. Et si vous arrivez déjà à vous mettre dans la peau de ces Congolais, je pense, et comme le disait Blaise, je reviens encore une fois quand il l'a dit, les Congolais, nous ne voulons pas réfléchir. Et nous ne voulons pas réfléchir par rapport à l'attitude que nous sommes en train d'afficher. Donc, les conclusions de ces sommets SADC et AC, comme je l'ai dit, c'est déjà entendu. Mais dans les faits, c'est aux Congolais, justement, de se poser les bonnes questions pour trouver les bonnes solutions. Mais jusque-là, la solution qui se présente, c'est d'abord des discussions directes. C'est vrai, on n'est pas obligé d'accepter tout. Bien qu'on soit aujourd'hui, le gouvernement congolais, bien qu'il est aujourd'hui en position de faiblesse, et peut-être c'est ce qui fait à ce que le gouvernement soit un tout petit peu dubitatif pour se lancer dans des discussions directes avec le M23 parce qu'il se voit d'abord avec l'occupation de la ville de Goma. Il est en position de faiblesse vis-à-vis au M23 et qui ont la possibilité toujours d'avancer. Quand on le dit, c'est pas à dire que nous n'aimons pas notre pays. Nous disons la vérité et on doit toujours s'attacher à cette vérité. Voilà pourquoi nous disons, le gouvernement, c'est vrai qu'il est en position de faiblesse vis-à-vis au M23, mais on n'est pas aussi obligé d'accepter tout, parce qu'en tant que patriote, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Et je ne pense pas que le M23 aussi puisse trouver des réponses favorables auprès du gouvernement congolais par rapport à toutes les demandes qu'ils peuvent présenter sur la table. Si réellement, je précise, si réellement, c'est qu'ils sont en train de dire devant tout le monde, comme quoi ils sont en train de faire la guerre parce qu'il y a une mauvaise gouvernance dans les pays, parce qu'il y a des Congolais qui ne sont pas bien sécurisés. Si c'est ce qui les anime, je pense bien que les revendications trouveront des réponses, à moins qu'il y ait aussi les non-dits. Parce que c'est vrai, dans ces conflits, les non-dits, on ne peut pas aussi les exclure. Voilà pourquoi j'ai dit les alliés d'aujourd'hui. Parce que les M23 avec leurs alliés, peut-être, ils ont aussi leurs agendas que nous ne connaissons pas. C'est peut-être ce qui peut faire à ce que la voie des discussions puisse trouver des couacs. Mais c'est de bonne foi qu'il faut toujours les faire. Le gouvernement congolais ne doit pas tomber encore une fois dans des mauvais dans cette attitude d'accepter tout ce qui est dit, l'opinion des gens qui ne vivent pas les atrocités que nous connaissons aujourd'hui, que nous sommes en train de subir aujourd'hui. C'est eux qui proposent des solutions beaucoup plus, je peux dire, avec beaucoup plus la voie militaire. Aujourd'hui, je crois que c'est pas la bonne solution tenant compte aussi de la réalité avec notre armée aujourd'hui. Alors, Monsieur Blaise Bassabos, vous tous, vous soutenez le dialogue direct avec les M23. Dites-nous, qu'est-ce que vous craignez si une fois le président de la République accepterait ce dialogue direct entre les M23? Y a-t-il des conséquences qui peuvent survenir après ce dialogue? Si Félix a accepté un dialogue? Oui, direct avec les M23. Bon. Là, c'est ce qu'il craint. Hein? Et c'est ce que beaucoup de Congolais craignent. Il n'a rien à craindre. Je crois que Félix, on l'a mené sur
sur un terrain où lui-même ne sait pas maîtriser les enjeux. Parce que nous avons vu lors de la prise de Goma, il était agité, le ministre de la Défense trop agité, jusqu'à arriver à un niveau où il a copié un discours de la Deuxième Guerre mondiale. C'était une agitation assez terrible. Je crois, Félix, il a une grande responsabilité envers le peuple congolais. 5 ans après, on posera la question. 10 ans après ou 15 ans, on lui posera la question, qu'est-ce que tu as fait de ton mandat à la tête de la République démocratique du Congo? Donc, c'est à lui. Moi, je demande à Félix d'être lui-même et de se dire, c'est vrai, il a refusé tout dialogue avec la M23, mais aujourd'hui, le temps ne nous permet pas d'exclure cette hypothèse. Conséquence, si on va sur un dialogue franc entre M23 et le gouvernement congolais, je crois qu'il y aura allègement un tout petit peu de la souffrance que nous sommes en train d'endurer à l'est de la République démocratique du Congo. Je comprends bien un Kinois me dire qu'il ne faut pas dialoguer parce que les M23 ce sont des Rwandais. Je comprends, il est à 2000 km et il ne sait pas comment nous on est en train là vous parlez des avantages. Si on allège un peu la souffrance ici à l'est de la RDC, c'est un avantage, mais parlez-nous des conséquences. À l'époque, il va subir sinon. Arrêtez de nous mentir entre nous. Lorsque l'M23 a été défait en 2013, il y a des accords signés après le dialogue de Nairobi entre Joseph Kabila et l'M23. À la venue de Félix Antoine Tshisekedi, l'M23 refait. Je peux émettre l'hypothèse de dire qu'il y a des accords que Félix n'a pas respectés. Ça veut dire, si on arrive à respecter ces dialogues, on va vivre dans la paix parce que vous savez, face à une population avec plus de 400 ethnies, il faut s'adapter à certaines réalités qu'on n'arrive pas à voir dans notre pays. Le contexte politique de la République démocratique du Congo ne doit pas être une politique copiée d'autres pays parce qu'on n'a pas les mêmes contextes, on n'a pas le même environnement. Ça veut dire, Félix doit comprendre qu'aujourd'hui, si on dialogue avec la M23, on aura comme conséquence les zones occupées par les rebelles seront libérées si le gouvernement congolais vit avec cet agenda. Et s'il ne le fait pas, s'il n'arrive pas à dialoguer, la M23 va continuer jusqu'à Kinshasa. Parce que dans des provinces, et si c'est pas... Vous pensez qu'il est capable de l'M23 d'arriver à Kinshasa? Bien, parce qu'ils sont face à d'abord une population pauvre, et une population pauvre est facile à corrompre. Ils sont face à une population meurtrie et désespérée. Face à une telle population, juste une petite manipulation peut emporter tout le monde. Donc, moi, je n'ai à ce niveau, avec la prise de Goma aujourd'hui, permettez que je complète un tout petit peu par rapport à ce que vous dites, Blaise. Il y a un autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, avec les FARDC, les militaires qui sont toujours ici à Goma, ça donne l'impression que ces militaires d'ailleurs sont petit à petit en train d'adhérer à l'idéologie du M23. Il faut faire attention. Et là où vous ne pensez pas que c'est une manipulation? Que ce soit une manipulation ou pas, mais les faits en présence montrent qu'ils adhèrent déjà au M23. Que ce soit par force ou que ce soit par leur propre consentement. Nous les voyons. Et partout là où ils passent, les militaires qui sont en train de récupérer, ils enregistrent des nouvelles recrues. Il faut faire attention. Monsieur. Donc, le mouvement est en train de s'agrandir. Il faut, moi j'étais... Il faut faire attention aussi avec ça. Je suis en train de dire ça parce que la semaine passée, j'étais à Kalungu. C'est après Binova. Il faut écouter la population de Kalungu. 4 Fuso, plein de militaires arrivent par jour dans ces zones en direction de Bukavu. Ce sont des Congolais aujourd'hui qui adhèrent à M23 parce qu'ils sont aujourd'hui délaissés par Kinshasa. Et si ça va prendre beaucoup de temps, nous aurons maintenant une population qui aura compris une autre république et ça sera vraiment un danger pour le gouvernement de Kinshasa. Cette guerre, il faut l'arrêter maintenant. Mais ne craignez-vous pas que peut-être l'agenda du M23 va faire souffrir la République démocratique du Congo? Peut-être si le M23 demandait qu'on les cède une partie de notre terre. Allons au dialogue, écoutons l'agenda du M23 et c'est de là qu'on peut dire qu'il y a des zones cachées. On peut pas déjà à ce niveau commencer à dire qu'il y a un agenda caché. Quel agenda caché qu'on ne connaît pas jusque-là? On parlait aujourd'hui, vous savez, l'M23 de 2012, défait en 2013, n'est pas le même M23, même s'il y a certaines personnes qui se retrouvent. Il y a des améliorations
du M23 passé aujourd'hui. Auparavant, on voyait les Vernet Kazarama venir. Ils sont exclus, qu'on reconnaît des gens de Kasaï, des gens de Kisangani, des gens de l'Équateur. Ça doit un tout petit peu nous réveiller les esprits et nous dire que nous devons ouvrir grand nos yeux et trouver la solution le plus rapidement possible, parce que nous avons une population aujourd'hui qui est en train d'être formatée l'esprit, et 5 ans après, on aura un Congo qui sera difficile à gérer si Félix continue à diriger la RDC. Merci. Alors, Jenny Toilé, dites-nous quels sont les avantages et désavantages du dialogue direct entre Félix Tshisekedi et l'M23. Alors, les avantages, c'est que justement, ça va nous permettre un tout petit peu d'abord de comprendre les vraies revendications du M23, parce qu'il y a des choses qu'ils sont en train de dire à la place publique, peut-être qu'ils ne cadrent même pas avec leur décision directe. Et là, le président de la République, Félix Tshisekedi, est mieux placé pour bien le comprendre. Parce que ne vous en faites pas. Et lui-même, les faits de les reconnaître. Parce qu'on avait des doutes lorsque quelques éléments du M23 disaient qu'ils avaient qu'ils discutaient déjà avec Félix Tshisekedi. Il y avait même un rapprochement avec Félix Tshisekedi de 2019 à 2020. Et tout juste après, ils ont été roulés par le président de la République. Et le fait pour le président de la République, dans un point de presse à Kinshasa, de reconnaître directement ou indirectement le fait que le M23, quelques éléments du M23, aient passé beaucoup de jours à Kinshasa, fait à ce qu'à un certain moment, il y a donc des choses qui existent entre le gouvernement et les M23, donc les régimes Tshisekedi. Alors, déjà avec ça, en discutant directement, on peut comprendre qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Donc, c'est le premier avantage de se retrouver d'abord sur une même table, et ça va permettre à ce que ça va limiter un tout petit peu les atrocités, les bruits, encore une fois, des armes. Ça va diminuer, les bruits vont diminuer, et ça va nous permettre encore une fois de discuter directement comme nous sommes en train de le dire. Ça, c'est le premier avantage. Il y a un autre avantage, et je ne vais pas à ce qu'on limite justement toutes ces discussions au niveau du M23. Parce que le fait de ne pas trouver, de ne pas aboutir plutôt à un front commun sur le plan politique, c'est parce qu'il y a une crise en interne sur le plan politique. Aujourd'hui, les opposants sont traités de tous les noms par les dignitaires du pouvoir actuel, et vice-versa, les opposants aussi traitent les dignitaires du pouvoir actuel comme ils veulent. Alors déjà, ça crée déjà un climat où il n'y a pas une confiance entre les Congolais. Alors si nous arrivons aussi à résoudre cet aspect, c'est pas forcément se partager les pouvoirs comme c'est devenu une habitude en République démocratique du Congo. On peut toujours discuter et mettre l'intérêt de la République au devant de tout. Alors ça, c'est un aspect aussi qu'il ne faut pas minimiser. À quoi bon trouver une solution sur le plan sécuritaire avec les M23, et puis à l'interne, nous n'arrivons toujours pas à se mettre d'accord aussi sur un front politique qui va nous permettre aujourd'hui de faire face à ces complots qui existent. Parce qu'il y a un complot aussi international qui pèse sur la République démocratique du Congo. Et ces complots, pour faire face à ces complots, c'est d'abord se mettre d'accord à l'interne. Et c'est un aspect aussi qui est en train d'échapper au gouvernement aujourd'hui en République démocratique du Congo. Ça, c'est aussi un autre aspect. Donc, un avantage, le premier avantage, comme je le disais, c'est d'abord le fait de se retrouver et de discuter. En discutant, on peut toujours trouver une issue. Qu'on le veuille ou pas. Le M23 viendra avec ses revendications. Le gouvernement aussi ne sera pas obligé de tout accepter. Et ça va faire à ce que nous puissions, comme on le disait, un tout petit peu adoucir tout ce qui est aujourd'hui comme atrocité dans l'Est du pays. Et un autre avantage, comme je le disais, c'est bien sûr, c'est des discussions aussi à l'interne, parce qu'il y a aussi des tensions qui sont là sur le plan politique. Alors, les désavantages, c'est aussi l'attitude du président Félix Tshisekedi, lui, personnellement. Parce que moi, je me pose la question, comment expliquer le président de la République, lui, n'arrive pas, quand il prend des engagements avec les différentes parties, même avec d'autres acteurs politiques, il avait des engagements avec Joseph Kabila, qu'il a balayé. Vous avez des preuves de main. Mais oui, vous êtes journaliste. Non, oui, quand je parle des engagements, c'est avec la coalition FCC-CACH. Ah, c'est vraiment. Oui, la coalition pour gérer le pays. Et nous savons tous comment est-ce que le président de la République a mis fin à cette coalition. Comme raison, c'est une coalition qui est bloquée à bien gérer le pays. Mais, avec l'évolution des choses, on a compris que le président de la République trouve toujours des excuses. À l'époque, il parlait
il ne gérait pas bien le pays parce que la coalition FCC cache les bloqués. Après, il est venu pour dire c'était maintenant avec les Katumbi qui les bloquaient. Aujourd'hui, il nous parle même de la Constitution. Donc, il trouve toujours des excuses. Alors, déjà, c'est, comme je le disais, il est différent avec Joseph Kabila. Deuxième différent qu'il a, c'est bien sûr avec d'autres figures emblématiques de la politique. Jean-Marc Abound. Moïse Katumbi, je signale. Oui, même Vital Kamerhe, c'est parce qu'il est peut-être, il a prouvé un autre niveau peut-être de comprendre les choses, mais il a aussi été roulé par les présidents de la République. Parce que nous, si nous restons roulé, Jenny. Non, vous voulez qu'on le dise? Je suis en train d'interpréter les choses comme je les vois. Je suis dans les faits. Les accords de Nairobi en 2018. Personne ne connaît les conclusions de ces accords. Qui devait accompagner Félix Tshisekedi 2023. Félix Tshisekedi l'accompagne aussi. Mais ça a changé. C'était les rumeurs, personne ne connaît. Même Vital Kamerhe, à un certain moment, l'a dit. Donc, inutile de parler des rumeurs. Et quand il y a ces rumeurs, comme vous le dites, ne sont pas aussi, ils ne trouvent pas de contradiction au niveau du pouvoir. Donc, on peut dire que ce sont des faits réels. Alors, il a encore roulé Vital Kamerhe. Alors, le désavantage, c'est qu'il peut accepter les revendications du M23, mais pour les appliquer, pour les mettre aussi, oui, pour les appliquer, comme je le disais, là, il peut encore une fois les rouler, tomber dans son attitude légendaire et les rouler et qu'on revienne encore une fois aux mêmes causes. Donc, il faut toujours aussi faire attention. Là, c'est l'un des avantages, tout en partageant aussi des éléments évoqués par Blaise. Tout à fait, ça, c'est réel. Et comme nous sommes en train de le dire, et à un certain moment, il faut réfléchir. Nous, on a été bon de réfléchir. Que cela trouve aussi l'appréciation du gouvernement ou non, nous disons les faits comme nous sommes en train de les vivre ici, à Goma, au Nord Kivu, où les atrocités continuent toujours de faire rage. Jenny Twali, c'était le dernier tour de la table, bien évidemment. Dites-nous, monsieur Blaise Bassabos, qu'est-ce que vous avez à dire comme conclusion dans cette émission? Félix Antoine Tshisekedi, on vous a menti pendant beaucoup de temps aujourd'hui. Prenez la question en main. Je crois seul vous allez trouver une solution. Kinshasa, arrêtez de vous distraire. L'Est de la République démocratique du Congo aujourd'hui est parti. Nous devons aujourd'hui trouver des solutions à cette crise. Arrêtez de vous moquer de ceux qui sont venus à l'Est. Commencez à s'apprendre aux gens. Il faut arrêter ça. Aujourd'hui, nous avons un seul pays. C'est la République démocratique du Congo. Ce pays restera et nous, on va partir demain après demain. Nous devons travailler pour que la République demeure et reste éternellement. Merci, monsieur Blaise. Monsieur Jenny Twali, dites-nous en conclusion un mot. C'est aux Congolais de bien réfléchir, quittons en tout cas ces considérations partisanes où vous êtes attaché, je ne sais pas à quelle autorité morale comme ça s'est dit dans les sièges politiques, et vous ne voulez plus réfléchir. Donc vous êtes là pour jouer au jeu de cette autorité. Il faut quitter justement, il faut laisser ces comportements et privilégier beaucoup plus l'intérêt général. Quand je dis l'intérêt général, c'est de toute la République démocratique du Congo. Il y a aujourd'hui des gens qui sont en train de souffrir et il est grand temps de mettre fin à cette souffrance. Réfléchissons. On a cette occasion aussi de nous rattraper. C'est pas encore tard. Et c'est avec les Congolais qu'on peut justement s'y rattraper avant, parce que comme nous le disons toujours, il faut trouver aussi une bonne organisation au niveau de l'interne pour que la RDC trouve ses lettres de noblesse. La RDC puisse peser aussi, même au niveau régional, nous ne pesons pas. Et puis nous voulons toujours avoir... Nous pesons, Jenny, hein? Nous ne pesons pas au niveau, même au niveau régional. Nous ne pesons pas. Voilà pourquoi tout le monde est en train de jouer de nous comme il veut. Donc, c'est aux Congolais aussi de bien s'organiser et ça passe par des discussions, par des collaborations au niveau interne. Sur le plan politique, sur le plan diplomatique, mais également sur le plan militaire, parce que là, nous devons d'abord nous organiser. On a tous envie les défis qui existent aujourd'hui au sein de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Cette guerre nous a aussi montré nos limites à un certain moment. Et c'est à nous de nous organiser. C'est vrai, ça va prendre du temps, mais aujourd'hui, nous sommes appelés à apporter d'abord des solutions immédiatement pour limiter un tout petit peu les dégâts. Et pour le faire, nous venons nous de proposer aussi des discussions directes. Dialoguer ne veut pas dire qu'on va vendre les pays.
Non, on peut discuter. Comme Kamel a dit. On vient avec les arguments. Ils viennent avec leurs arguments. Et si ça se fait entre Congolais, j'espère qu'on trouvera des solutions. Ça doit se faire entre les Congolais. C'est pas avec le Rwanda, c'est pas avec l'Ouganda, je ne sais pas quel autre pays au niveau africain, au niveau même international. C'est avec les Congolais que ça doit se discuter. Et j'espère que les Congolais vont encore une fois être au-dessus de tout ce qu'on a comme considération et trouver directement des solutions à ces conflits. Mais le président de la République a dit que le M23 est constitué par les Rwandais. Bon, à part ça, et là, aujourd'hui, il y a le gouvernement est en train de se contredire. Dans quelle mesure? Le gouvernement qui qualifiait les M23 des terroristes, rappelez-vous d'abord, les M23 étaient dans le processus de Nairobi. Et puis, on les a chassés de ces processus parce qu'on les a considérés comme les terroristes. Ils sont en train de tuer les Congolais. Ils ont été chassés de ces processus. Alors, le gouvernement, aujourd'hui, lui-même, est en train de développer un autre discours, comme quoi, si on peut discuter, c'est dans le processus de Luanda et de Nairobi, où le M23 doit rejoindre d'autres groupes négativistes au niveau de Nairobi. Donc, on ramène encore, le gouvernement est en train de ramener le M23 que lui-même avait chassé. Alors, je ne sais pas s'ils seront toujours considérés comme les terroristes. Cette fois-ci, on va discuter avec les terroristes au commun. Donc, le gouvernement congolais se contredit, mais nous acceptons et on se tolère entre nous Congolais. Ce sont des erreurs, oui, mais qu'on doit corriger pour trouver, bien sûr, des bonnes solutions. Et ça doit se faire, bien sûr, avec les Congolais, comme on vient de le dire tout au long de cette émission. Merci beaucoup, Jenny Toali, d'être venu. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est à moi de vous dire merci, surtout merci à ceux-là qui nous ont regardés. Je crois qu'ils ont été édifiés et ils vont se comporter, ils vont adopter une autre attitude, pas celle qui nous a caractérisés durant toutes ces années pour trouver les bonnes solutions. Merci à vous, merci également à WAB Info TV. Merci à vous, Blaise Bassabos, d'être venu pour ces rendez-vous hebdomadaires de WAB Info TV pour chaque mercredi et vendredi. Les rendez-vous s'appellent Géopolitique. Merci d'être venu. Merci Faustin et merci à tous les Congolais qui nous ont suivis. J'espère que cette émission va nous permettre un tout petit peu de quitter l'imbécilisation et de se comporter à des humains, à des hommes exactement. Et une personne, c'est quelqu'un qui est appelé à la réflexion. Madame, Messieurs, Géopolitique, c'est par ici que nous tirons les rideaux de cette production d'aujourd'hui, cette émission qui met autour d'une table les journalistes professionnels qui mettent leurs idées pour l'avancée de notre pays, la République démocratique du Congo. Et dans cette émission, vous avez droit à la suivre chaque mercredi et vendredi sur WAB Info Télévision. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, mais également ouvrez votre cloche de notification pour toujours être en alerte de toutes nos productions. Travaillons toujours au service de la nation parce que la vie s'envole comme un oiseau, mais nos œuvres durent pour toujours. Je vous laisse tout en sachant que le Congo changera grâce à vous. Au revoir.